Quatrième jour, ce jeudi, des plaidoiries de la défense au procès des attentats du 13 novembre. La Cour d'assises spéciale de Paris rendra son verdict le 29 juin, dans 13 jours précisément. On s'intéresse ce soir à une question délicate et douloureuse, rarement abordée. Combien vaut une vie détruite par le terrorisme? Quelle indemnisation? On en parle avec notre invité Mathieu Delahousse. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes journaliste, chroniqueur judiciaire et auteur du livre Enquête, édifiant, on peut le dire, le prix de nos larmes. C'est aux éditions de l'Observatoire. Pour commencer, ça fait plus de 9 mois que ce procès dure. Vous le couvrez, vous le vivez au jour le jour. Avant de parler de votre enquête, je le disais, inédite. Qu'est-ce que vous vous dites aujourd'hui après plus de 9 mois de procès, d'audience et à quelques jours maintenant du verdict? Il y a une forme de soulagement pour un procès qui a été très long, qui a été très douloureux et qui a été marqué par 2 phases. La première phase a été évidemment les 5 semaines qui ont été consacrées à la parole des victimes et ensuite la phase d'enquête. Mais ce soulagement, il résonne beaucoup avec l'actualité d'aujourd'hui. Vous évoquiez dans la première partie de votre émission tout à l'heure la justice internationale qui est sur le point de se rendre en Ukraine sur les crimes de guerre. La justice a plusieurs phases et dans l'histoire, elle a toujours plusieurs phases. Il y a la phase de l'enquête, il y a la phase de la culpabilité et puis il y a la phase de cette réparation des victimes sur laquelle j'ai travaillé. Mais aujourd'hui, tout ça a beaucoup de sens et entre en résonance. Il y a encore très peu de temps, juste après les attentats du 13 novembre 2015, on avait encore une connaissance floue et sans doute la crainte de ne pas savoir ce qui s'était vraiment passé. Aujourd'hui, la justice est en train de passer. Sur les faits, on a compris ce qui s'était passé sur les commandos, on a compris sur ce qui s'était passé sur les fusillades, on a compris jusqu'à l'horreur, jusqu'à la vision du sang. Et désormais, on va avoir effectivement, dans quelques jours maintenant, les culpabilités qui seront prononcées, qui sont des moments très solennels de peine rendue au nom du peuple français. Et effectivement, parallèlement à tout ça, il y a cette réparation individuelle, mais le soulagement de la fin de ce procès, c'est aussi une forme de soulagement collectif. Je pense que la justice passe. La France pense ses plaies, elle n'oublie rien, elle ne pardonne rien, mais elle passe. Mathieu Delahousse, vous avez dit justice rendue au nom du peuple français. Et c'est vrai que depuis le début de ce procès, ça a été un tel traumatisme, ces attaques pour la France, c'est sans précédent, hors période de guerre. On a le sentiment que parfois l'émotion l'emporte et le fait d'être compatissant avec les victimes l'emporte justement sur le souhait de rendre une justice équitable. Est-ce que c'est quelque chose que vous percevez? Est-ce que c'est un risque que vous percevez, vous, chroniqueur judiciaire? La grande réussite de ce procès aura été pour le moment, et on ne peut ni pronostiquer des peines, ni des acquittements, ni des peines plus légères qui pourront arriver, mais d'avoir réussi à faire le tri. La crainte qu'on pouvait avoir, ça paraît très loin maintenant. Le mois de septembre, quand ce procès a commencé, certains pouvaient imaginer que ce serait un procès d'appel à la vengeance, un procès à la justice facile. À charge. Et à charge exclusivement. L'audience a montré, avec évidemment des milliers de nuances. Tout le contraire. C'est un travail de justice qui a été fait sans un cri de haine. Je vous pose la question parce que, par exemple, je le disais, la parole est à la défense. Et il y a des avocats, je cite, entre guillemets, des petites mains du dossier qui ont sévèrement attaqué l'infraction d'association de malfaiteurs terroristes et plaidé la mansuétude, voire l'acquittement. Oui, mais l'acquittement doit être envisagé au moins pour une partie des faits, pour certains des accusés. Les accusés ont des charges différentes. Certains ont 3 blocs. Ça peut l'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Ensuite, la complicité et puis d'autres infractions connexes. Il y a une partie des faits qui, peut-être par le tamis de la justice, vont être effacés. Mais c'est pas pour ça qu'ils seront rendus totalement innocents. Et surtout, ce n'est pas pour ça que la mécanique des attentats n'aura pas été jugée et comprise. Il y a un vice de départ qu'il faut comprendre et qu'il faut que chacun ait à l'esprit avant ce verdict, c'est que les auteurs principaux se sont fait sauter au Bataclan. Ils ont décidé de se donner justice eux-mêmes et de ne pas vouloir participer à ce qu'ils considéraient comme une mascarade démocratique qui est notre justice. Ils s'en sont soustraits, ils l'ont choisi dans leur combat et effectivement les autres ont des peines plus légères. Les auteurs principaux sont morts. Alors la question, elle est délicate et douloureuse, on va l'aborder avec vous puisque vous y avez consacré tout un livre. Combien vaut une vie détruite par le terrorisme? Quelle indemnisation? Mais d'abord donc, retour sur ce procès hors norme qui a débuté le 8 septembre dernier. Récit signé Mathieu Sarfati. Dans le box de ce procès hors norme, une vingtaine d'accusés. Mais c'est surtout Salah Abdeslam, le seul membre encore en vie des commandos qui ont tué 130 personnes, que les parties civiles veulent entendre. Sa première audition a lieu en novembre 2021. Mais l'accusé va donner du fil à retordre à la cour. Tantôt provocateur, tantôt contrit, tantôt méprisant, son spectacle agace les parties civiles qui attendent la vérité. On a visé la France,
des civils, mais il n'y avait rien de personnel. Personnellement, je n'ai tué personne, je n'ai blessé personne, même pas une égratignure. Moi, ce que j'ai simplement voulu rappeler, c'est que trop, c'est trop, et notamment quand il demande d'essayer qu'on ait un peu de compassion à son égard pour rejoindre effectivement ses proches, sa famille, etc. Bon, ça me semble un peu gros et il ne faut pas se foutre de la gueule du monde, quoi. Moment fort du procès, l'audition très attendue de François Hollande. Les parties civiles espèrent du président de l'époque des explications sur les défaillances dans la surveillance des terroristes. Monsieur Hollande! On n'a pas été frappé au hasard, mais à l'aveugle. On a été frappé parce qu'on représentait la société française. Et avoir le chef de l'État de l'époque venir dire que la société et l'État doivent une reconnaissance aux victimes, que leur indemnisation est normale, c'est des choses qui avaient évidemment déjà été dites d'un point de vue politique, mais c'est important qu'elles soient aussi entendues dans cette salle d'audience. Viennent enfin le temps des plaidoiries et des réquisitoires. Contre Salah Abdeslam, le procureur requiert la sanction la plus lourde prévue par le code pénal, prononcée à 4 reprises seulement. Perpétuité incompressible. Oui, ce sont les peines maximales, mais toujours avec une possibilité finalement de preuve de réadaptation de la part des accusés, dont la justice reste humaine, mais la justice est ferme. 10 mois d'un procès historique pour un verdict attendu le 29 juin. Les plaidoiries de la défense ont débuté, une défense peu présente dans les débats depuis le début. La semaine prochaine, la cour entendra celle de Salah Abdeslam. Christophe Naudin nous a rejoint, bonsoir. Bienvenue à vous. Vous avez perdu l'un de vos plus proches amis au Bataclan. Ce procès, on le dit, touche à sa fin. Dans quel état d'esprit êtes-vous à 13 jours maintenant du verdict? C'est un peu bizarre en fait. Je suis un peu entre deux. Je suis pressé que ça se termine. Et en même temps, j'ai peur un petit peu de ce qui va se passer après, parce que ça va faire comme un vide. Et là, en plus, j'ai loupé pas mal de semaines à cause de mon travail. J'ai pas pu y aller, donc j'ai une forme de frustration. Et je peux pas revenir en arrière. Et donc là, j'appréhende un petit peu la fin et l'après. Je posais la question à Mathieu Delahousse qui chronique ce procès. Est-ce que vous, ce jour du verdict, votre souhait c'est quoi? C'est de devoir prendre le maximum à tous les détenus? Vous dites qu'il faut que la justice passe et que s'il y a une petite main, elle ne prenne pas la même chose que celui qui a commis le pire? Alors à la base, je ne suis pas spécialement intéressé par les accusés eux-mêmes. J'ai appris à m'y intéresser pendant le procès. Donc le verdict en lui-même, je suis allé le jour des réquisitoires, je suis allé à deux jours pour les réquisitoires, j'ai trouvé ça vraiment intéressant et je pense que c'était assez juste et puis c'était très bien expliqué, donc on comprenait pourquoi telle peine était requise. Donc là, j'attends pas, je pense qu'il n'y aura pas spécialement de surprise. L'émotion n'a pas pris le pas sur l'équité du procès? Non, je pense pas. Et par contre, oui, je connais pas à fond chaque dossier d'accusé, mais c'est vrai que certains prennent moins que d'autres, je trouverais ça logique, mais que certains prennent beaucoup, je trouve ça aussi très logique. Mathieu Delahousse, pendant 2 ans, vous avez exploré la façon dont se jaugent ces vies brisées par les attentats, les victimes, mais aussi leurs proches, les survivants également, parce qu'il leur en coûte. Est-ce que vous diriez que c'est une question taboue à laquelle vous êtes attaqué? C'était incontestablement une question taboue, puisque personne n'avait pu jusque-là examiner ce qu'il se déroulait dans un tribunal qui a été créé uniquement en 2019 et qui permet de jauger effectivement quelles sont les indemnisations qui se sont fixées pour les endeuillés, pour les blessés et pour les impactés. C'est des catégories très différentes, c'est une justice qui est très technique. Moi, je tenais à le faire en réalité parce que je savais que j'allais participer à cette grande messe, ces images que vous avez montrées avec énormément de monde, des audiences qui sont très suivies. Et comment ça se passe? Vous dites les enveloppes, les enveloppes accordées, pardon Mathieu, suivent des cheminements méconnus. Comment ça se passe? Combien la perte d'un proche? Combien pour des crises d'angoisse et des nuits pleines de cauchemars? Il y a des choses qui ne sont pas matérialisées ou pour un traumatisme qui empêche de reprendre son travail? Parce que effectivement, ce traumatisme-là, c'est la réparation. Donc la réparation, elle doit être évaluée au-delà des déclarations et au-delà du procès qui effectivement est axé sur les accusés en grande partie, même s'il y a eu la parole pour les parties civiles. Et le cheminement qui est suivi aujourd'hui, c'est un cheminement qui est fait par un fonds de garantie, qui est une idée fabuleuse que seule la France possède. Et simplement, il faut trouver ce prix. Et ce calcul-là a été pour la plupart des parties civiles, qui l'ont d'ailleurs raconté à la barre, extrêmement difficile, parce qu'en fait, c'est la notion de l'irréparable. Et par ailleurs, il y a quelque chose qui a grippé le système, c'est que la volonté administrative de ce fonds de garantie, de vérifier chaque point, s'est souvent transformée en une vérification extrêmement intrusive. Il y a un exemple qui est très connu par tous les gens qui étaient au Bataclan, c'est qu'ils ont exprimé leur fait qu'ils ne peuvent plus, pour beaucoup d'entre eux, parce que
moi je n'aime pas parler des victimes. Il y a c'est pas un lot, autant d'histoires que de victimes, mais il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas rester dans une salle sans savoir où se trouve la sortie de secours, etc. Et il y a ce qu'on appelle un préjudice spécifique qui fait qu'ils ne peuvent plus aller au concert et ils demandent une forme d'indemnisation là-dessus. Et systématiquement, on leur demande de produire les billets pour montrer qu'ils allaient au concert précédemment. En prenant des places proches de la sortie. Voilà. Et alors, surtout qu'ils allaient au concert de façon précédente. Et en fait, on leur demande de prouver leur vie d'avant. Et tout ça est très intrusif dans la vie privée. Et il y avait un processus à régler qui contribue, dans le débat public ouvert par le procès, par le livre et par d'autres choses, à améliorer les choses avec plus de bienveillance. 225 millions d'euros ont été versés à 6324 personnes frappées par des attentats sur le sol français depuis 2015, donc pas seulement ceux du Bataclan. Est-ce que vous, aujourd'hui, vous demandez à être indemnisé, à avoir des réparations et que vous inspire ce sujet, on le disait, tabou, douloureux? Alors moi, j'ai été indemnisé par le fonds de garantie. Personnellement, ça s'est pas trop mal passé, même s'il y a toutes ces histoires de combien vaut la perte de mon ami. Il fallait que sa compagne, qui n'était pas sa femme, en plus garantit que j'étais vraiment son ami, etc. Mais j'ai plein d'amis partie civile qui étaient directement impliqués, qui ont eu beaucoup de problèmes et qui en ont encore beaucoup. Mais le souci, je trouve que c'est pour les proches. Par exemple, ma mère... qui a attendu 2 heures sans avoir de nouvelles, elle n'est pas considérée comme... elle peut pas être indemnisée en gros. Alors ça va être très compliqué, même s'il y a eu des avancées. Selon vous, c'est des cauchemars En fait, il y a un préjudice d'attente, mais seulement si votre proche est mort. Si votre proche a survécu, il n'y a pas eu d'attente, en fait. C'est un petit peu curieux comme... Et puis plein de gens autour qui ont été touchés, des gens de la famille, des amis de mon ami aussi. Et il y a un côté très assureur, je dis ça parce que mon père étant inspecteur en assurance, je sais comment ça fonctionne. Donc très froid, très technique, pas du tout empathique. Et il y a des exemples très nombreux de... Voilà, ce système est vraiment... C'est vrai qu'on a de la chance d'avoir ce système en France, mais la façon avec laquelle ça s'est déroulé pour certains d'entre nous, et encore plus si on élargit les victimes par ricochet, comme on dit, là, il y a vraiment des gros soucis. Merci beaucoup Christophe Naudin et merci à vous Mathieu Delahousse d'être venu sur notre plateau pour aborder cette question délicate. Je rappelle le titre de votre livre, Le prix de nos larmes. C'est aux éditions de l'Observatoire et donc le verdict c'est le 29 juin dans 13 jours maintenant.